Voyage au pays de l'asynchronisme. Une présentation qui vous est offerte par Dotblog, Inaxos et par moi-même, Olivier Dahan, Microsoft MVP. Vous remarquerez le QR code en haut à droite que vous pouvez flasher pour obtenir l'ensemble des informations de ma vCard. Alors pourquoi l'asynchronisme ? Parce que l'asynchronisme tourne autour de nombreux sujets connexes comme les tâches, le multitâche, le parallélisme, et qu'en fait ce n'est pas un sujet annexe, c'est un sujet principal dont il faut parler parce qu'il n'y a pas eu de programmation moderne sans programmation de l'asynchronisme. Alors fixons les choses. Une tâche, c'est un code qui est exécuté séquentiellement par un processeur. Le concept le plus proche que vous pourriez connaître, c'est la notion de thread. Le multitâche, ça consiste à faire tourner plusieurs codes de ce type, qui sont exécutés donc séquentiellement, sur un processeur, ou éventuellement sur plusieurs cœurs. Le temps est partagé. Cela fonctionne aussi bien avec plusieurs cœurs qu'avec un seul. L'une des notions les plus proches de ce domaine, ce sont les thread pools. Le parallélisme. En fait, c'est une technique particulière du multitâche. On dirait un multitâche raisonné, uniquement fait pour charger les cœurs. Par exemple, viendraient à l'idée les extensions parallèles de Link. L'asynchronisme consiste à rendre le trait au thread principal le plus rapidement possible. Donc c'est une exécution non séquentielle. Et ne pas perdre de temps à attendre les actions exécutées hors de l'application, entrée-sortie généralement. On retrouve ici Async Await Task. Donc il faut bien faire la différence entre du temps partagé, qui est le threading, ou multithreading, la simultanéité vraie, qui est le parallélisme, et la fluidité, qui est l'asynchronisme. C'est bien pour ça que chacun de ces trois termes est différent de l'autre et décrit quelque chose de très différent. Pour rendre les choses encore un peu plus claires, regardez le diagramme à gauche. On voit la programmation parallèle, la programmation concurrente et la programmation asynchrone. Bien que poursuivant trois buts différents, ces trois technologies sont entrecroisées. Et c'est bien là toute la difficulté et la confusion qui peut naître quand on parle de l'une ou de l'autre. Clarifions, la programmation dite concurrente, ce qu'on appellerait plutôt le multithreading ou le threading, ce sont différents processus qui interagissent au travers de structures de données partagées. Bien sûr, s'il n'y a pas de données partagées, on lance des threads et puis c'est tout, ça s'arrête là. Mais dans le multithreading, bien évidemment, on a souvent des données qui sont partagées ou qui passent d'un thread à l'autre. Et toute la gestion de la synchronisation, de la protection de ces ressources, etc., c'est bien entendu le sujet principal de la programmation multitâche par threading, et c'est ce qui est le plus compliqué à comprendre en général. Le parallélisme, lui, sert à traiter des données simultanées. Il est CPU intensive, c'est-à-dire qu'il faut tirer profit des processeurs modernes qui sont multicœurs. En réalité, les PC n'évoluent plus en mégahertz ou en gigahertz, mais en nombre de cœurs. Pour se faire une petite idée, le Z81A, qui a été l'un des plus utilisés dans les années 70, était un processeur à 4 MHz, c'est-à-dire 4 millions de cycles par seconde. Et encore, dans un cycle, il en faisait beaucoup moins qu'un cycle d'un processeur moderne. Dans les années 90, le 8486 Intel montait à 50 MHz dans sa version la plus évoluée. Le Pentium 4, ensuite, vers les années 2000, offrait des fréquences de 1,3 à 3,8 GHz. On franchissait la barrière du giga, c'est-à-dire du milliard de cycles par seconde. Et puis, depuis 16 ans, nous en sommes restés là. Même les derniers Core i7 affichent des vitesses des fois même inférieures à celles du Pentium 4 des années 2000, avec des fréquences de 3,2, 3,4 GHz. Comment l'évolution s'est faite ? Elle s'est faite à la fois par le passage du 8 bits au 16 bits puis au 64 bits, qui, comme des brouettes de taille supérieure, permettent à chaque voyage de traiter et d'amener un peu plus de données à chaque aller-retour. Mais ce n'est pas tout. Les architectures aussi, la façon dont les processeurs sont gravés, beaucoup de choses ont été faites, mais le plus important de tout ça, c'est surtout qu'on a multiplié les ordinateurs à l'intérieur de l'ordinateur, les fameux cœurs. Et tant qu'on programme toujours comme on programmait avant les années 2000, on n'obtiendra jamais le maximum d'un PC moderne.
Donc le parallélisme sert à tirer profit enfin de ces machines qu'on a depuis plusieurs années maintenant sur nos bureaux, depuis 16 ans, qui ont plusieurs cœurs, mais qui sont très souvent programmées comme si elles n'en avaient qu'un seul, en espérant que ça augmente et que ça aille plus vite l'année prochaine, alors qu'en fait, depuis 16 ans, la vitesse ne change plus, mais le nombre de cœurs augmente. Et puis l'asynchronisme, qui permet d'éviter les latences et les attentes introduites par les entrées-sorties le plus principalement, c'est-à-dire les accès réseau, les accès disques, les accès web, les machines qui sont pilotées éventuellement par le programme. Et le but est de libérer toute tâche de ces attentes. Toutes les tâches, mais on verra que celle qui est la plus importante à libérer, c'est la tâche qui gère l'UI. Pour bien comprendre, regardez ce petit schéma. En haut à gauche, nous avons la concurrence. Un seul cœur, le temps qui s'en va vers la droite bien sûr, et ce cœur exécute des tâches ou des programmes, appelez ça comme vous voulez. On va dire des tâches qui s'appellent P1, P2, P1, P3, P1. Tout ça dans un ordre difficilement prévisible. C'est du temps partagé, c'est un seul CPU, un seul ordinateur qui passe de l'un à l'autre très vite, ce qui donne l'impression de la simultanéité, mais n'empêche que s'il faut 2 secondes pour P1 et 2 secondes pour P2, eh bien au bout du compte, il faudra 4 secondes, plus les temps de switch de tâches. Donc on ne va pas plus vite en multithread, on donne simplement l'illusion de la simultanéité pour que l'utilisateur ne s'endorme pas. Le parallélisme, en revanche, en haut à droite, vous voyez que c'est exactement le même principe, mais on multiplie les lignes. C'est-à-dire qu'on a un corps numéro 1, un corps numéro 2, donc des cœurs de processeurs, voire des processeurs totalement différents, qui eux-mêmes vont traiter du code concurrentiel. C'est pas interdit. Donc on a la répétition en fait de la même chose, mais ça va se passer vraiment simultanément parce qu'il y a une vraie machine derrière pour s'en occuper. C'est pas juste une simulation. Et puis enfin on a l'asynchronisme tout en bas. On a 2 processus, le processus A et le processus B. Le processus A va appeler le processus B. C'est un appel synchrone. Pendant l'appel du processus B, on voit que le trait jaune du processus A est suspendu. Il est marqué « blocked », il est bloqué. Et quand le processus B se termine, on revient à ce qu'on était en train de faire dans le processus jaune, le processus A, et les choses se continuent comme ça, ad libitum. Ça, c'est du synchronisme pur. Avec l'asynchronisme, les choses sont légèrement différentes. Le processus A continue quoi qu'il en soit. Il va envoyer un message au processus B pour lui demander de démarrer. Le processus B va se dérouler dans un autre thread, dans une autre machine, ailleurs, en dehors de l'application jaune en tout cas. L'application jaune va continuer son travail et à un moment donné, le processus B va prévenir le processus A qu'il a terminé. À ce moment-là, le processus A prend en compte le résultat de ce processus B et continue son affaire. Le processus A n'a pas été bloqué, et c'est bien ça qu'on recherche. L'évolution de l'asynchronisme dans .NET se résume à 3 dates, 3 modèles. APM .NET 1.1, EAP .NET 2.0 et TAP .NET 4.5, donc quelque chose de relativement récent. Les évolutions sont liées à la fois à celui des langages, des toolings, des architectures des machines, etc., etc., etc. Mais voici ces 3 étapes qui nous ont mené à ce qui est TAP aujourd'hui. APM pour Asynchronous Programming Model, donc modèle de programmation asynchrone, est le premier modèle qui a été introduit dans .NET 1.1. Il met en place en fait le pattern eAsyncResult, c'est-à-dire une interface qui expose l'état d'une opération asynchrone. Ça réclame l'implémentation de 2 méthodes pour une seule opération. On retrouve un begin nom d'opération et un end nom d'opération. Ça a été très utilisé dans .NET, par exemple avec le FileStream qui expose un begin-rin et un end-rin pour lire un fichier en asynchrone, ou le système NetSockets avec begin-send, end-send, begin-receive et end-receive, etc. C'est un bon début, mais c'est particulièrement lourd à programmer et à maintenir. EAP, Event Based Asynchronous Pattern, donc une pattern asynchrone qui est basée sur les événements, introduite dans .NET 2.0, c'est une pattern spécifique dédiée à l'asynchronisme
et s'appuyant sur les événements qui visent principalement la fluidité des I/O. Basé sur des méthodes dont le nom s'appelle non-opération async, exécutant l'opération dans un thread et utilisant les événements comme APM pour notifier la progression et la fin des opérations. Exemple typique, le background worker qui propose un run worker async et un on progress change qui rapporte sur l'évolution de l'exécution de la tâche et un on run completed qui lui est envoyé quand la tâche est terminée. Alors, EAP, c'est une amélioration claire et nette de APM, mais elle reste tout aussi lourde, parce que dès qu'on imbrique 2 ou 3 appels de ce genre et qu'on gère en plus les exceptions, on crée ni plus ni moins que du code spaghetti, c'est très lourd et très difficile à débugger. Alors on notera que la TPL, la Task Parallel Library de .NET 4, est compatible avec EAP et APM pour des raisons de compatibilité ascendante. Alors, de APM à EAP, comment on est passé? Eh bien écoutez, c'est assez simple. Prenons le code en mode synchrone. J'ai une classe, myClass, qui est une classe publique qui expose une simple méthode publique int read de byte buffer, int offset, int count. En fait, on a ici une propriété, enfin une méthode qui est très typique lorsqu'il s'agit d'aller lire quelque chose dans un buffer. Donc, on lui passe le buffer qu'on veut recharger, l'offset à l'intérieur de ce buffer, le nombre d'octets minimum ou maximum à lire, et la fonction retourne un int qui est en fait le nombre d'octets qui ont pu être lus depuis le flux qui se trouve derrière. Pour écrire le même code, en mode EAP, mode asynchrone, nous avons toujours notre public class myClass, et puis nous avons 2 lignes. La première, c'est le public void read async, qui reprend exactement le même code que le read synchrone de notre première façon de faire. Sauf que le nom se termine par async, et que le résultat est void. Pourquoi? Parce que comme read async va retourner le trait immédiatement, l'opération de lecture des buffers ne sera pas terminée. Donc on ne peut pas retourner l'int, le nombre d'octets lus, dans read async. En revanche, on va mettre en place un événement, read completed event handler, qui s'appellera read completed, qui lui sera appelé une fois que le read async aura terminé son travail. Alors ce read completed est en fait de type read completed event handler, qui a été défini ci-dessous comme étant un delegate qui prend un sender et un event args qui est lui de type read completed event args, qui lui-même, read completed event args, descend de async completed event args qui est donné par le système, mais auquel on ajoute le fameux int result, qui est le int qui aurait été retourné normalement par la version synchrone. Avec tout ça, on voit que c'est assez complexe, surtout qu'il n'y a pas le code pour s'en servir. Donc il faudra créer une instance de myClass, appeler le read async avec quelque chose à lire, s'abonner au read completed event, et dans le read completed event, récupérer le fameux int result qui nous sera envoyé dans les arguments d'événement. Donc c'est encore quelque chose de bien lourd. Tout ça, c'est à la poubelle, parce que TAP, qui a été introduit dans .NET 4.5 pour Task Based Asynchronous Pattern, donc la pattern d'asynchrone basée sur les tasks, vient tout changer. D'abord parce qu'elle s'accompagne d'une modification du langage avec l'arrivée de async await dans C# 5. Parce qu'en fait, on converge. Vouloir tout faire supporter au framework.NET n'était pas possible. Tous ces patterns qui permettaient de faire du code asynchrone n'étaient que des arrangements au-dessus d'une librairie et d'un langage qui n'avait pas pris en compte ce genre de fonctionnement. À partir de .NET 4.5 et de C# 5, on a enfin une convergence entre le langage et le framework, qui s'associent tous les deux pour une programmation qui redevient séquentielle, en tout cas en apparence, et facile à maintenir. Le but est toujours le même, libérer la tâche en cours dès qu'une opération longue est rencontrée. Ah, c'est une obsession, ce truc-là. Et oui, c'est une obsession, car en fait, il est lié à lui. La plupart du temps, quand un programme de type WPF, même WinForm, UWP est exécuté, il faut bien qu'il y ait un thread qui soit créé, ne serait-ce que pour construire l'interface utilisateur. Ce thread, on va l'appeler le thread principal. Et puisqu'il a créé les éléments d'interface,
c'est lui qui continue à les manipuler tout au long de la vie du programme. Quand j'écris dans du code behind, par exemple, un traitement quelconque, je n'ai pas fait de multithreading, je n'ai pas créé de nouveau thread. Donc ce code tourne dans le thread unique qui existe, qui est le thread de lui. Bien évidemment, plus je charge ce thread de lui, moins il devient disponible pour gérer lui. Et c'est comme ça que dans certains traitements un peu longs, ou à force de charger la bête, lui devient absolument plus responsive, elle ne répond plus aux mouvements de l'utilisateur, la fenêtre devient blanche, grise, on n'arrive plus à la déplacer, et c'est bien évidemment une horreur totale pour une programmation moderne. Donc, oui, c'est lié à lui, oui, c'est essentiel, et c'est une obsession parce qu'effectivement, on ne peut pas parler de programme moderne avec des UI qui se fichent, des fenêtres qui ne répondent pas à l'utilisateur tout simplement. Donc principalement, c'est lié à la libération du thread de l'UI. Alors, dans ce pattern, les méthodes s'appellent non-opération async. Alors c'est un peu troublant parce que c'est la même façon de les appeler que dans la méthode EAP, mais enfin bon, c'est comme ça. Task, la classe task, est le sujet principal de cette présentation. Elle change un peu de nature, mais on y reviendra parce qu'elle existait déjà avant, pour s'adapter au nouveau pattern. Et les méthodes asynchrones retournent des tasks ou des tasks de tResult quand elles renvoient un résultat, par exemple un INT, un double ou autre chose. .NET 4.5 propose bien sûr la réécriture de nombreuses méthodes qui étaient APM ou EAP, par exemple copy to async, read async, write async dans le stream. De EAP à TAP, comment les choses se passent? Là, ça devient carrément beaucoup plus simple. J'avais ma classe synchrone, on la reprend, public int read avec un buffer int offset, int count, donc je lis dans un buffer un certain nombre d'octets à partir d'un offset, et une fois que l'opération est terminée, je retourne un int qui me dit combien j'ai lu d'octets en tout. Ça, c'est vraiment la façon la plus simple et la plus synchrone d'écrire le texte. En version asynchrone avec EAP ou TAP, ici c'est une petite erreur, c'est TAP et pas EAP. Public task de INT, donc au lieu de retourner un INT, je retourne un task de INT. Et au lieu de retourner read tout court, je dis read async parce que cette méthode devient asynchrone, puisqu'elle retourne un task de INT, mais le reste de la méthode reste exactement identique. Ici, j'aurai un code un peu long qui génère la fameuse lecture et qui retourne justement le INT en question. Ici, pour avoir un code syntaxiquement correct, pour pouvoir jouer avec le highlight syntaxique, il a bien fallu que je mette quelque chose, et je retourne en fait une task from result de 1, c'est-à-dire que ça retournera toujours 1, et from result en fait permet tout simplement de retourner une tâche qui est déjà terminée avant même d'avoir commencé. On verra que ça peut servir dans certains cas. Task est un peu une notion fuyante. Tout tourne autour de Task et de la TPL qui a été introduite dans .NET 4.0. Mais il y a un double jeu, il y a même un quadruple jeu, mais parlons déjà de celui-là. Parmi les tasks modernes, nous avons des delegate tasks, qu'on peut appeler aussi code based, et qui font tourner un code. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un code qui va tourner derrière. Et il y a aussi les promise tasks, qui représentent en fait des événements ou des signaux. Et elles sont dites event base. Ces tasks-là, en fait, n'exécutent aucun code. Mais juste, elles vont prévenir qu'il va se passer quelque chose ou que quelque chose est terminé. Donc il n'y a pas de thread, il n'y a rien derrière. C'est juste des signaux qui se baladent. Et task sert à ces deux choses-là. Mais ça va plus loin dans ce double jeu, parce que l'introduction de async et de wait dans C# 5 aurait dû faire l'objet d'une nouvelle classe. Mais l'équipe qui était responsable de C# n'avait pas spécialement envie d'aller créer une classe supplémentaire parce qu'ils avaient peur que ça crée de la confusion avec Task qui existait déjà. Donc, après de nombreuses discussions, ils ont décidé de réutiliser Task et de l'adapter en ajoutant tout ce qu'il fallait pour gérer ce nouveau mode de programmation. Le problème, c'est qu'en voulant éviter la confusion, ils en ont rajouté, bien évidemment, puisque Task aujourd'hui contient des choses qui sont sans rapport avec l'asynchronisme hérité de l'ancienne Task. Donc les delegate tasks sont distribués sur des threads en général, mais dans le monde asynchrone, une majorité en fait de tasks est en fait de type promise task, donc pas de thread. Alors on apprend toujours beaucoup de choses sur une librairie en regardant les constructeurs. Alors quels sont les constructeurs de tasks?
Alors l'équipe de la BCL, donc de la Base Class Librairie, ceux qui s'occupent du framework, n'aiment pas du tout créer des fonctions, des méthodes avec des paramètres ayant des valeurs par défaut. Ils trouvent que c'est très confusant et très difficile à maintenir, donc ils préfèrent fabriquer des constructeurs très différents, même s'il en faut plein, parce qu'ils pensent que ça sera plus facile à maintenir dans le temps, ce qui n'est pas forcément faux pour des très très grosses librairies de ce genre-là. Donc Task possède 8 constructeurs, donc 8 en mode task, void, et 8 en mode générique, task de résulte. Donc 16 constructeurs. Mais en fait, malgré ce nombre, aucun de ces constructeurs n'est utilisé directement. Les promise tasks, par exemple, pour commencer, n'ont pas de constructeurs, ce qui les élimine de la compétition. Mais les delegate tasks, qui pourraient utiliser ces 16 constructeurs, en fait, sont créés par C# 5 qui facilitent leur utilisation, ou par l'utilisation de la méthode factory ou des méthodes statiques de task. Donc on peut utiliser bien sûr les constructeurs, mais cela se limite à des cas extrêmement rares, dont je ne vais pas faire le détail, mais par exemple parallélisme dynamique avec distribution sur des threads, etc., etc., etc. Bon, vous aurez tout le temps de vous interroger, donc rappelez-vous qu'en général, on n'utilise pas les constructeurs de task. Alors comment on crée les tasks ? C'est tout simplement pas de la responsabilité de votre code. Soit on écrit du code asynchrone TAP, et l'utilisation de async suffit par exemple pour une promise task, soit on utilise task factory from async pour englober une autre API asynchrone, ou task completion source pour des événements, soit dans la plupart des cas, et c'est ce que vous utiliserez le plus, on veut faire tourner une tâche en parallèle d'un autre code, et à ce moment-là on utilise task run ou task factory start new, sachant que start new a quelques petites choses qu'il faut savoir et qui ne sont pas forcément évidentes. Donc le mieux est d'utiliser systématiquement task run, vous ne risquez rien à faire cela. Soit bien évidemment, on utilise les extensions parallèles de Link et on ne voit même plus en fait les instances de task puisque c'est créé en dessous. Alors voilà à quoi ressemblent ces constructeurs, on va pas tous les regarder, mais qu'est-ce qu'on apprend aux paramètres qui sont passés ? On apprend qu'on lance systématiquement une action, qu'on peut annuler une task, puisqu'on voit la présence d'un cancellation token, qu'il existe des paramètres optionnels comme task creation options, et que tout ça va nous permettre effectivement de pouvoir éventuellement annuler une tâche qui est en cours, ou de maîtriser certains aspects de sa création. C'est bien, mais comme on n'appelle pas les constructeurs directement, à quoi ça sert d'avoir des constructeurs avec des choses dedans ? En réalité, ces paramètres, bien évidemment, sont passés, par exemple, à task run ou à start new dans la factory. Donc on retrouve bien évidemment les mêmes options. Alors, dépoussiérons un peu tout ça. Il y a deux personnalités dans task. La task qui sert au parallélisme de la TPL et la task qui sert à l'asynchronisme de TAP. Ils n'ont pas voulu créer deux tasks pour ça, ok, mais le task qui existait avec .NET 4 pour le parallélisme sert aussi avec .NET 4.5 à l'asynchronisme, ce qui peut créer quand même une certaine confusion. Mais déjà de le savoir, c'est déjà pas mal. Les constructeurs donc ne sont pas utilisés sauf cas très très rares, et les options de création peuvent être utilisées avec la factory, et une fois la task créée, ces infos sont en read-only, ce qui semble normal, tout comme la propriété status d'une task qui indique son état. Alors il reste des restes de APM EAP dont la connaissance n'est absolument plus utile, donc laissez-les de côté. Par exemple, il y a des propriétés comme async state qui ne servent absolument plus à rien dans task, sauf à la compatibilité avec du vieux code. Status, on a dit, permet de lire l'état en cours, mais ça a été bizarrement doublé, triplé par trois propriétés booléennes qui sont isCompleted, isCancelled et isFaultIlt. Status renvoie déjà en fait si c'est faultIlt, cancelled ou completed. La seule petite nuance qu'on peut noter, c'est bon à savoir, c'est que isCompleted renvoie vrai quelle que soit la raison créer l'arrêt. Voilà, ça évite de tester le cancel ou le faulted, etc. L'état d'une tâche de type delegate. En fait, c'est une machine à état. Quand on crée une tâche, on va partir de tout en haut, en grisé, on a le created. Je crée une tâche, elle passe automatiquement à waiting to run. C'est normal, elle a rien d'autre à faire. Et pourtant, elle doit commencer. Mais comment elle commence ? Eh bien, elle passe par le système d'un scheduler, donc d'un planificateur de tâches, qui utilise le fruit pool
pour savoir, dès qu'il y a un thread qui est disponible, elle distribue la tâche sur ce thread. C'est les opérations de création d'options, de lancement des tâches, etc., qui permettent éventuellement de préciser un peu mieux comme on souhaite que le dispatcher aille dispatcher les tâches sur des threads. Mais dans la majeure partie du temps, on ne s'en sert pas, on utilise le processus par défaut. Donc, notre tâche est créée, elle passe en waiting to run. À un moment donné, le dispatcher trouve un thread de disponible et l'attribue à la tâche. À ce moment-là, elle passe en mode running. Une fois qu'elle a terminé de tourner, elle va passer dans un mode waiting for children to complete. Que cette tâche ait des tâches enfants ou qu'elle n'en ait pas, elle passera par cet état. Et puis une fois que les tâches enfants sont terminées, ou une fois qu'on a constaté qu'il n'y a pas de tâches enfants, la tâche se termine véritablement de 3 façons possibles. Run to completion, c'est-à-dire qu'elle a tourné jusqu'à sa complétion, jusqu'à la fin. Soit faulted, parce qu'il y a eu une exception, au moins. Ou soit cancelled, parce qu'on s'est servi du fameux jeton d'annulation qu'on a vu tout à l'heure. La différence avec l'état d'une tâche de type promise, c'est qu'il n'y a pas de code à exécuter. Donc quand elle se crée automatiquement dans le mode waiting for activation. Et au moment où elle est activée, pouf, elle se termine tout de suite, soit en run to completion, soit en faulted, soit en cancelled. Un petit mot sur une propriété intéressante parce qu'elle est bizarre, de la tâche. Dans une tâche, task, vous trouverez une propriété qui s'appelle ID tâche. Le seul intérêt qu'elle a, c'est qu'elle a un comportement étrange qu'il faut connaître. Selon la documentation, l'ID est unique. Selon les tests, il ne l'est pas. J'ai un morceau de code que vous pouvez retrouver sur d'autres blogs qui, en moins de 3 minutes, est capable de générer des doublons de l'ID. Alors, selon les tests, il ne l'est pas. Selon la doc, il l'est. Il y a un problème. Oui et non. En fait, le code de la tâche est unique pour les tâches qui tournent. Le code de celles qui sont terminées peut être réutilisé visiblement par la librairie pour des nouvelles tâches qui vont être lancées. Donc c'est pas gênant si on s'en sert que pour avoir un ID pour des tâches qui sont en train de tourner, on n'aura jamais 2 tâches qui tournent qui auront le même ID. Mais si on s'en sert pour les stocker ou pour faire autre chose, on peut avoir des surprises. J'ai vu par exemple un code qui a été très très difficile à débugger, où des gens qui étaient assez malins s'étaient dit on a des données à accrocher pour chaque tâche, on va créer un dictionnaire partagé, et la clé de ce dictionnaire, ça sera l'ID de la tâche. C'est très très bien, l'ID est utilisé, il sert de clé pour accéder aux données, mais à un moment donné, la tâche se termine, elle est mise de côté, mais son ID va être réutilisé. Ce qui fait que la nouvelle tâche qui commence, au lieu de pouvoir créer sa propre clé avec ses nouvelles données, la clé existe, les données existent, elle se met à réutiliser les données qui ont déjà été traitées en plus par l'ancienne tâche. Vous voyez un peu ce que ça peut donner, sachant que sur ma machine, avec le code que vous pouvez voir sur .blog, il faut un peu moins de 3 minutes pour commencer à créer des doublons. Mais en faisant que ça dans un code qui fait que ça. On peut s'imaginer en application, en mise en production, peut-être que l'erreur, elle arrive qu'une fois tous les 2 jours, ou 2 fois dans une journée, pendant 3 jours il se passe rien, et un 5e jour il y a 4 erreurs d'un coup. C'est excessivement dur à débugger. Donc rappelez-vous qu'il ne faut surtout pas se servir de l'ID, sauf éventuellement pour des lignes de debug, parce que pendant que ça tourne, on sait que c'est l'ID 8, l'ID 7, l'ID 42, bon, ça peut rendre service. Mais surtout, ne vous en servez pas, ne soyez pas tentés, comme ces pauvres gens qui l'ont fait, et qui ont malheureusement eu beaucoup de mal à débugger leur soft. Toute l'astuce dans le mode asynchrone, c'est de savoir comment on attend une tâche. Le plus simple, c'est wait. Wait est une méthode de task qui crée un point de suspension dans le thread appelant. En fait, c'est bloquant jusqu'à la fin de l'exécution de la tâche. Bien évidemment, c'est la pire des méthodes pour attendre, sauf éventuellement dans le main d'une application, puisque dans le main, si on n'attend pas, on sort du main, et sortir du main, ça veut dire mettre fin à l'application, donc la tâche n'est jamais complétée. L'exemple de code que vous avez à l'écran en ce moment, vous le fait voir, j'ai un t égale task run, qui fait un task delay de 10 secondes, je fais un wait, et je fais un console write line ma tâche. Là, ça va marcher. Si j'enlève le t.wait,
la tâche T ne sera jamais vraiment exécutée, ou le tout début. Donc sans wait, main sort tout de suite, et l'appli aussi. Mais hors de ce contexte, on n'utilise pas wait, qui revient à recréer du code synchrone, ce qui est complètement idiot. Et wait peut aussi créer des deadlocks, donc vaut mieux s'en méfier. On a donc d'autres méthodes du même genre, bloquantes, pour pouvoir attendre des threads. En tout cas, des tasks qui sont des tasks qui ont des threads, mais on pourrait s'en servir pour aussi attendre des promise tasks qui, elles, n'ont pas de thread, mais qui sont considérées comme des tasks quand même. Donc on a le wait all et le wait any. En fait, toutes les trois comme wait ont le même jeu de constructeurs, avec les tâches en paramètres, le cancellation token éventuel, le time spine, etc., etc. En fait, ces trois méthodes, wait, wait all, wait any, sont des tâches bloquantes, donc on les utilisera quasiment jamais. On a compris que wait all attendait que toutes les tâches de la liste soient terminées, que wait any attendait que la première qui se termine soit là pour pouvoir sortir de la liste. Et le token d'annulation est manipulé bien évidemment par un autre thread, puisque la tâche qui utilise ça est bloquée, comme je l'ai dit. Donc il faut que ce soit un autre thread quelque part qui manipule le token pour demander la cancellation. Ça devient un peu compliqué à programmer. Le time spine permet d'indiquer un temps maxi avant la fin de l'attente. En dehors des attentes, ce qui est important, c'est le résultat d'une tâche. Alors task tout seul ne retourne rien. C'est task de tResult qui retourne un résultat de type tResult. C'est une méthode générique. On obtient la valeur en lisant la propriété result. Ça semble simple. Oui, mais en fait, cela est bloquant. C'est-à-dire, dès que vous essayez de lire result, c'est comme si vous faisiez un wait, donc vous allez passer dans un mode synchrone. Et en plus de ça, comme le wait, il va pouvoir causer des deadlocks. Donc c'est pas le moyen préféré pour lire la valeur d'une tâche, sauf si elle est terminée. On retrouve une valeur exception, une propriété exception, qui permet de lire l'exception qui a éventuellement causé l'arrêt de la tâche. Alors là, celle-ci, elle est non bloquante, il faut le savoir. Vous pouvez, pendant qu'une tâche fonctionne, lire en permanence sa propriété exception. S'il n'y a pas eu d'exception, elle retournera nulle tout le temps, sans rien bloquer. Sauf si, bien sûr, il y a une exception et vous retournera l'exception qui a causé le problème. GetAwaiter, GetResult, en fait, c'est quelque chose qui a été implanté pour les besoins du mot-clé await de C#. Mais puisque ça existe, c'est utilisable. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est que les exceptions ne sont pas agrégées dans un aggregate exception, comme lorsqu'on passe par result. Ce qui peut avoir son intérêt, parce que c'est un petit peu plus facile à traiter. Mais l'intérêt est aussi mince que result lui-même, à vrai dire. Et puis, await, qui appartient au langage et non à task, et qui est le meilleur moyen à la fois d'attendre et d'obtenir les résultats d'une task. Et ça, nous le verrons un tout petit peu plus loin. Passons, pour terminer là-dessus, par les continuations. C'est-à-dire que quand des tâches doivent s'attendre, se suivre, réutiliser des résultats obtenus via d'autres tâches, il est bon d'utiliser les continuations. On pourrait le faire à la main, mais les continuations sont là pour rendre les choses encore plus simples, plus automatiques. Continue with, par exemple, démarre une autre tâche dès que l'antécédent est terminé. L'antécédent, c'est le nom qu'on donne à la tâche qui précède dans une chaîne de continue with. Elle reçoit l'antécédent en paramètre. Et oui, c'est très intéressant, parce que comme elle le reçoit en paramètre, elle peut lire le résultat de cette tâche, et donc la tâche qui continue, la tâche B qui continue la tâche A, peut prendre connaissance du résultat qui a été fourni par la tâche A, et donc baser son résultat à elle sur le résultat de la tâche A, ce qui fait que ça fait une sorte de travail en abeille qui reprend la goutte de miel de l'autre pour en refaire une autre goutte de miel, etc., etc., etc. Task Factory Continue when any, on comprend que là on continue s'il y en a une de celles qui sont dans la liste qui s'arrête, et la Factory Continue when all, c'est toutes les tâches de la liste doivent se terminer pour pouvoir poursuivre. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les attentes non bloquantes. Sinon, c'est plus de l'asynchronisme. Donc on oublie toutes les attentes bloquantes et on va se concentrer sur celles qui sont non bloquantes. Dans les non bloquantes, on a task when all. Attention à ne pas confondre avec wait all, qui est bloquante. Ça retourne donc une tâche qui se termine lorsque toutes celles en paramètres sont terminées. Prenons l'exemple qui est à l'écran. Nous avons un client qui est new HTTP client.
une liste de strings, une array en fait de strings, qu'on va appeler result, et qui fait un await de task.whenAll, et nous avons une liste client getStringAsync du nom d'un site, client getStringAsync du nom d'un autre site. Eh bien, ici, nous avons un code parfaitement asynchrone qui va attendre que toutes les tâches soient terminées et qui va nous retourner dans result un tableau de chaîne. Le result 0 sera le code HTML de la page exemple.com et le result 1 sera le code HTML de la page microsoft.com tout simplement. Alors regardez en dessous, on pourrait l'écrire un tout petit peu plus élégamment en faisant un enumerable de string pour les URL. On a toujours notre client, HTTP client, et le résultat c'est string result égale await task when all de url.select, et pour chaque URL, je fais un client.getStringAsync du URL. C'est la façon link un peu plus compacte d'écrire les choses, mais si la première façon vous va mieux, utilisez la première façon. Parmi les attentes non bloquantes, on retrouve un whenAny, qui est un peu la contrepartie du whenAll, et on l'a compris, ça s'arrêtera uniquement quand l'autre de la liste des tâches qui est passée sera arrivée à son terme. On notera quand même comme particularité qu'on ne renvoie pas un résultat direct ici, pas comme dans whenAll. On renvoie en fait une tâche. Donc si on écrit le même code, var client égale new http client, string result égale await task.whenAny avec les deux clients getStringAsync, on dit c'est bizarre. Bon, on n'a pas changé grand chose, on a juste changé le whenAny en fait au lieu du whenAll, mais on a deux await, et ça va renvoyer quoi? En fait, cette histoire, ça ne retourne plus du tout les pages, mais la tâche de la page qui se charge le plus vite. Le double await est troublant, mais il s'explique. Regardons le code en dessous si on le décompose. On a notre client HTTP client, on a une première task de string first download to complete, qui fait un await donc de task whenAny. Mais comme c'est une task de string qui nous est retournée, si je veux connaître le résultat, je suis bien obligé de lire dans result await de first download to complete. Donc si je mets tout ça en un seul code, eh bien il y a le await du first download to complete qui n'apparaît pas dans le premier code mais qui existe virtuellement, et le await du task whenAny. C'est pour ça que j'ai deux await qui se suivent. Mais c'est une construction qui peut troubler plus d'une personne, même avertie. Donc des fois la seconde construction sera préférable dans votre code s'il doit être maintenu et compris par le maximum de gens. Fabriquer et exécuter des tâches. Alors j'avais parlé de la factory start new qui démarre des tâches non async aware forcément, et qui démarre une tâche asynchrone aussi, mais c'est un peu plus complexe. TaskRun est en fait la méthode préférée pour créer et lancer une tâche. Donc oubliez les start new et tout ça, vous utiliserez principalement TaskRun. Le cancellation token est optionnel et sert à annuler une tâche depuis l'extérieur de celle-ci. On s'en sert de temps en temps, mais c'est quand même pas le truc le plus fréquent. Les options de création sont réservées à des cas particuliers, un peu longs à couvrir ici. On peut s'en passer dans 99% des cas. Et le fameux task scheduler qui planifie les tâches lorsqu'il y a une continuation. Attention, il y a des pièges. Par exemple, la différence entre current et default, entre factory run, pour ce qui est du task scheduler et du continuation context. On va voir que ce n'est pas si simple. Mais c'est des choses dont vous aurez relativement peu souvent à vous occuper. Voici un exemple de promise task. C'est task delay. C'est un délai qui ne prend absolument pas de CPU. Il n'y a pas de fruits qui sont associés, ou qui est associé, il n'y a pas de code qui est exécuté. On peut le voir comme la contrepartie asynchrone de fruit sleep. Mais fruit sleep occupe le fruit pendant le temps où il dort, alors que promise task delay ne le fait pas. C'est peu utilisé directement, mais si je vous en parle, c'est d'abord parce que c'est un exemple de promise task, et puis surtout parce que ça donne l'occasion de parler des librairies de type retry qu'on utilise généralement pour gérer les timeouts, comme la transient fault handling de pattern and practice,
Donc vous avez le nom raccourci ici, le URL raccourci, ou poly, que j'aime beaucoup aussi, et qui permettent de facilement mettre en place des logiques de type retry forever, wait and retry, etc., sans se prendre les pieds dans le tapis et de façon identique tout au long d'une application. Pour avoir écrit souvent des codes de type retry, et j'essaye 2 fois de me connecter à la base de données, mais alors la deuxième fois je le fais avec un délai légèrement différent, parce que comme on est dans un truc concurrentiel, si on attend tous à la milliseconde près le même nombre de secondes, peut-être qu'on va se retomber encore en concurrence, donc on fait un tirage de nombres aléatoire pour dire bon bah j'attends plus que 1 seconde 22 pendant que l'autre attend 0,98 secondes, et puis on fait ça 3 fois de suite ou 4 fois de suite, et puis au bout de la 4e fois que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on a un timeout, mais un timeout de combien? Et puis on envoie une exception, pas une exception, on écrit un log. En fait, si vous avez beaucoup de code imbriqué comme ça qui tient compte de ce genre de choses, vous allez voir que c'est toujours très casse-pied et casse-gueule. Donc il y a des patterns à respecter pour que ça aille mieux, mais il y a mieux encore que des patterns. Il y a des petites librairies toutes faites qui vous permettent de le faire. Je vous assure que ça fait toute la différence avec un soft bricolé. Autre propriété ou méthode de task, c'est le from result que j'ai très rapidement introduit tout à l'heure avec un résultat bidon. Et je vous avais expliqué que je vous dirais à quoi ça peut servir pour de vrai. Eh bien ici, on a un exemple parfait de l'utilisation de from result. Comme je vous l'avais dit, from result retourne une tâche déjà terminée. Par exemple ici, prenons le début de ce code, public task string get value async de int_key, on a en fait mis en œuvre quelque chose qui se rapproche d'un dictionnaire avec une clé et une valeur qui est retournée en fonction de la clé. Mais ce dictionnaire, si on a créé autour un système de type getValue, etc., c'est d'une part qu'on veut que ça soit async, et d'autre part parce qu'on veut gérer un cache. Donc si on regarde le code, j'ai un result, je commence par regarder si ma clé se trouve dans mon cache try get value de key out result. Si elle n'est pas dans le cache, je retourne la valeur, on en allait chercher dans le cache, on va le voir, c'est la procédure qui se trouve juste en dessous. Mais si la valeur se trouve dans le cache, je n'ai pas besoin de commencer une task, j'ai pas besoin de faire un run de quoi que ce soit. Je retourne directement le résultat que je viens de lire dans mon cache. Et comme ma méthode attend un task string, je suis bien obligé de renvoyer un task string, result étant une string, donc je fais un task from result de result. Et ça me permet de retourner immédiatement un task string. Sinon, je retourne do getValueAsync, qui elle est une méthode async de task string, qui prend la clé et qui va elle cache trySetValue, etc., qui va faire un await pour récupérer déjà la valeur, etc., qui va la stocker dans le cache et qui va retourner le résultat. Donc, from result peut très bien être utile à des choses de ce genre-là, pas seulement que dans des petites démos comme je l'ai fait voir il y a 2 secondes. Await coupe le fil du code. Un callback est créé par C# pour revenir au point qui suit lorsque l'attente sera terminée. Mais ce retour peut se faire sur un autre thread. Et il faut bien rétablir le contexte, les variables et tout ça du code qui a été interrompu par await. La méthode configure await false permet d'éviter cela si ce n'est pas nécessaire. Par exemple, si le await se trouve être la dernière instruction d'une méthode, plutôt que C# se fatigue à essayer de rétablir un contexte qui ne sert plus à rien parce qu'il n'y a pas d'autres instructions derrière, on peut terminer par un configure await false, ce qui permet de gagner un petit peu de temps en évitant la restauration du contexte d'exécution. Il faut avoir conscience que ce synchronization context et ses effets de bord sont importants, parce qu'on peut avoir des surprises. Si on regarde comment les choses sont traduites en réalité, ici j'ai await foo async, donc une méthode on va dire de type task, qui renvoie rien, et puis ici j'ai rest of method, qui pourrait être 500 lignes de code qui sont le reste de la méthode, regroupées dans le nom d'une seule méthode, peu importe. Donc je vais avoir mon await foo async, le await va être rencontré, le foo async va être exécuté quelque part ou attendu, mais en tout cas pas par le thread sur lequel je me trouve, et on va descendre immédiatement à rest of method. Comment tout cela est traduit? Eh bien, c'est comme si j'écrivais var t égale foo async. Var current context égale synchronization context de current.
Et maintenant, t. Continue with, j'ouvre un delegate. Si le current context égale nul, je fais rest of method. Sinon, je prends mon current context et je poste un delegate sur ce current context qui est rest of method de telle façon à ce que rest of method puisse s'exécuter dans le current context. Et à la fin, on a un paramétrage du task scheduler current, parce qu'on veut utiliser la version courante du scheduler de telle façon à ce que ça ne change pas de scheduler non plus et de système de planification. Donc, ces deux lignes de C#, 5.0 avec .NET 4.5, correspondent en fait à toute cette écriture. Et vous comprenez bien que si maintenant je dois gérer une autre continuation à l'intérieur de la continuation, récupérer les exceptions, cette écriture, qui était celle en fait de EAP de la version précédente à peu de choses près, est extrêmement lourde et confuse. Ici, avec l'écriture façon C#5 et TAP, on va avoir quelque chose de simple, qui donne l'impression d'être séquentiel, mais attention, ce n'est pas séquentiel. Derrière le await, on s'en va, on va faire autre chose. C'est un autre thread éventuellement qui viendra continuer le rest of method et donc reprise d'un contexte de synchronisation, etc. Alors bien évidemment, je ne peux pas dire que c'est essentiel à connaître et m'en arrêter là. Je vous ai préparé quelque chose d'une page un petit peu chargée, mais on va regarder ça ensemble tout de suite, très vite. Quand même, cette notion de contexte et comment fonctionne await. Parce que si on parle de await et de task toute une soirée et que vous ne savez pas comment fonctionne await, c'est quand même une grosse lacune à mon avis, même si ça fait manger un peu de temps. Regardons le code qui est en haut à gauche. On a un public async task string download from web. Donc ici, on va télécharger depuis le web une page, peu importe ce qu'elle est, et retourner la string de cette page. Et c'est une méthode asynchrone. Pas de problème particulier. On a en asynchrone aussi un bouton, un clic, donc du code behind, qui dit result égale download from web, donc qui appelle la méthode du dessus, et qui affiche une message box qui nous dira c'est terminé, et le message qui a été téléchargé fait telle longueur. Puis nous avons un deuxième bouton qui ne fait qu'afficher une message box pour nous dire que lui n'est pas frisé, qu'elle n'est pas gelée. Pourquoi ? Parce que quand je vais cliquer sur le bouton 1, si j'étais en programmation synchrone, je ne pourrais pas appuyer sur le bouton 2. Ma fenêtre serait bloquée parce que tout le code HTTP client getString serait exécuté par le thread principal, puisque là, je ne crée pas de thread supplémentaire, donc je suis sur le thread du i. Donc toute la fenêtre serait bloquée. Le bouton 2 sert à faire voir que malgré que le résultat de getString async n'est pas arrivé, je peux continuer à appuyer sur le bouton 2, j'aurai des messages qui seront affichés, et quand le résultat viendra, mon bouton 1 affichera dans une boîte de dialogue que c'est terminé. Alors, trois petites méthodes, une qui va chercher des données sur Internet, un bouton clic pour lancer cette fameuse méthode, et puis un autre bouton qui permet de s'apercevoir, en fait, en cliquant dessus comme un fou, que l'interface n'est pas complètement bloquée. Comment va se passer, en fait, le jeu de ces async await dans tout ça ? Eh bien, imaginez-vous ici, dans la partie inférieure à gauche, que j'ai le message loop, c'est-à-dire la boucle de message principale de type Windows, donc le thread de l'UI, en fait, le thread principal de mon application qui lui traite cette boucle de message. Et on va commencer. En 0, on rentre sur le bouton clic. Donc l'utilisateur vient de cliquer sur le bouton un clic. Il va se passer que on a var result await download from web. Comme il y a un await, le trait part, donc chiffre numéro 1, vers l'exécution de download from web. Ce download from web lui-même contient un await client string. Donc, flèche numéro 2 rouge, on remonte au await, puisqu'il n'y a pas d'attente. Et comme là, on rencontre un await, il n'y a pas d'attente, flèche 3 rouge, on revient où ? Le plus haut qu'on pouvait, c'est au message loop. Donc, à la fin de cette séquence 1, 2, 3, ou même 0, 1, 2, 3, très rapidement, c'est la message loop qui va avoir le trait, et donc le thread de UI qui va pouvoir continuer à fonctionner sereinement. Où est le temps ? Il faut bien qu'il y ait du temps pour faire ces choses-là, mais où est le temps ? Le temps, il est dans getString async,
Et c'est ce que l'on voit tout en bas, en fait, avec le petit chronomètre, qui symbolise que c'est ici que le temps est consommé. Mais il n'est pas consommé sur la boucle principale de message, donc on s'en fiche. Qu'est-ce qui va se passer quand getAsync va retourner son résultat? Ce sont les flèches vertes, 4 et 5. Il va prévenir la boucle de message principale que son résultat est disponible, qui, elle, flèche 5, va permettre de terminer, de récupérer le résultat. Flèche 6 va revenir derrière le await du download from web, qui lui-même fait son message show sur quoi? Sur son thread à lui, le thread de message flèche 7. Donc, la partie qui est longue et qui prend du temps, c'est la série 0, 1, 2, 3. Mais celle-ci, en fait, revient tout de suite ou presque à la message loop, donc grande fluidité. Quand le download from web a besoin d'avertir qu'il a fini son boulot, il le fait directement avec le message loop, avec un aller-retour qui va assez vite. On revient à ce moment-là à ce qu'il y avait après le wait de la méthode bouton-clic. Et là, on a aussi 2 échanges, 6 et 7, de messages pour prévenir ce code qui peut reprendre, et 7, il va continuer en balançant son message box ou ça sur le message loop. Tout se passe sur le message loop, et pourtant le temps de processer tout ça principal ne se trouve pas dans le message loop, mais se trouve dans le petit chronomètre sur getStringAsync, et c'est là toute la magie de await. Pour terminer, on va regarder un petit programme qui montre que il suffit pas de mettre des await pour gagner du temps. Donc on va faire un petit test avec 3 méthodes qui vont tester chacune des façons de faire des await sur 3 ressources partagées. Alors je vous passe ici la sélection des 3 tests, 1, 2, 3, en fait il y en aura 4, puisque le 4e test, c'est le 3e réécrit un peu différemment. C'est un programme console utilisé avec Linkpad, donc quelque chose de très simple. Regardons plutôt la ressource principale. On a une classe de ressource principale, elle est capable d'envoyer un mail, donc la task send email async. On en a une qui est capable de retourner un nombre aléatoire, task de int get random number async, et on a une task qui renvoie une chaîne spéciale, peu importe, en fait elle traite la chaîne qui lui est passée en paramètres et elle retourne quelque chose d'autre. Toutes ces tâches en fait sont async, elles ont toutes un await à l'intérieur, sauf on le voit la première, parce que c'est une task de type promise, en fait un task delay est une task promise, donc il n'y a pas de besoin de await. Et toutes ces tâches ont des await, donc sont marquées async, et toutes retournent des résultats, sauf la première. Rien de bien extraordinaire, sauf qu'elle fabrique un délai artificiel de 2 secondes chacune, grâce au task delay, qui est donc différent du freed sleep en mode asynchrone. Tous les tests sont fabriqués de la même façon. Ils écrivent des choses à la console pour qu'on puisse les suivre, et c'est juste dans l'ordre dans lequel ils vont déclarer les ressources et les attendre qui va changer. Ici, on a la version la plus longue. J'ai à envoyer un email, donc je fais await resource de send email. Je veux un nombre aléatoire après, je fais un await de ressource get random number. Je veux une chaîne spéciale ensuite, je fais un await de ressource get spécial, etc. Je vais pouvoir noter à la console le temps que j'ai passé et obtenir éventuellement les résultats intermédiaires. Dans la deuxième façon de faire, je me dis, mais après tout, je peux envoyer directement email task sans faire de await dessus. Et je vais derrière envoyer le get random number et le get special string async qui eux sont avec des await. Mais quand même, comme je m'assurais que le email est bien parti et qu'il s'est bien terminé, je fais un await après. Troisième façon de voir les choses, je prends mes 3 tâches, je les lance et puis je les attends toutes les unes derrière les autres. Et puis là pareil, on va noter le temps que ça prend et on va noter les résultats. Et puis, on a même une 4e version qui est un peu plus propre. C'est qu'au lieu d'avoir des tas de variables pour attendre tout le monde, on utilise un task string de when all, email task, number task, upper task. Donc, on attend que toutes ces tasks soient terminées et on note le temps qu'on a mis, etc., etc. Test numéro 1. Donc, où chaque task est attendue avec un await l'une derrière l'autre. J'exécute. Je vais choisir donc le test 1.
Et comme vous allez pouvoir le voir, send text, send mail, send get random number et get special string. Hop, toutes les tâches sont terminées. Et quand je regarde mon temps global, 6 secondes. Bah oui, facile. Hein, chaque tâche a été paramétrée pour durer 2 secondes par un délai. Donc le reste, ça compte pas beaucoup. Donc 3 fois 2 égale 6. Donc j'ai pourtant des await de partout. Je pensais avoir fait de la jolie programmation asynchrone. Eh bien, mon programme prend 6 secondes à s'exécuter. Dans la deuxième version, si vous vous rappelez de la procédure, elle lance d'abord l'email sans l'attendre et elle attend uniquement que le get random et le get special string. Est-ce que ça va faire une différence? On voit nos 3 méthodes qui sont appelées. Et là, bizarrement, temps global 4 secondes. Comment ça 4 secondes? On attend toujours 3... il y a bien un await email task aussi, donc il est bien attendu lui aussi. Et on attend 3 ressources de 2 secondes et on se retrouve avec un temps d'exécution de 4 secondes. On a perdu 2 secondes au passage. Donc on a quand même gagné 33%. Pourquoi? Parce que j'ai lancé email task, mais je ne l'ai pas fait en await. Et je lance derrière en await le get random et le get special string. Forcément, comme elles durent chacune 2 secondes et qu'elles vont suivre, elles vont durer 4 secondes. Quand à la fin de ces 4 secondes, je fais un await a mail task qui ne dure que 2 secondes est terminé depuis longtemps. Donc j'ai un temps masqué, un TZ qu'on appelle en industrie. Hein, quand on peut faire quelque chose d'autre en même temps sur une machine-outil, c'est un TZ. Et ben là, c'est la même chose que ce que j'ai fait. C'est un temps masqué. C'est-à-dire que pendant que j'attendais 2 ressources de 2 secondes, il y avait largement le temps pour qu'une ressource de 2 secondes s'opère. Du coup, à la fin, j'ai 4 secondes. Rien qu'en écrivant comme ça, j'ai gagné 33% de temps d'exécution pour exactement le même code. Troisième version, toutes les tâches sont envoyées les unes derrière les autres, puis on les attend toutes les unes derrière les autres, et qu'est-ce que l'on va voir? Temps global, 2 secondes. Pourquoi? Bah oui, parce que j'ai commencé email task qui prend 2 secondes, tout de suite derrière number task qui prend 2 secondes, tout de suite derrière upper task qui prend 2 secondes. Quand à la fin je fais var number égale await number task, il s'est écoulé les 2 secondes. Et a fortiori, il s'est écoulé les 2 secondes pour l'upper task et pour l'email task. Donc, en faisant comme ça, j'ai réellement exécuté mes 3 tâches de 2 secondes simultanément et j'ai pas eu d'attente perdue. Pas d'attente perdue, ça veut dire que je suis passé de 6 secondes d'exécution pour un programme qu'on pensait être farci de await et tout, donc bien d'asynchrone, qui est en fait très mauvais programme, à un programme qui lui ne dure plus que 2 secondes, 66% de gain de vitesse. Si on parlait plus en secondes, mais en heures, eh bien, au lieu de 6 heures, on a un programme qui en met plus que 2. Ça veut dire, dans un premier cas, il y a le type qui arrive le matin au boulot, qui pose son par-dessus, qui branche l'ordinateur, et qui a les résultats pour le soir quand il reprend son manteau pour rentrer chez lui. L'autre, il arrive au boulot à 9h du matin, il le met en route, au bout de 2 heures, il a les résultats, il peut aller en réunion voir le patron et dire voilà chef, j'ai les résultats. Et Robert, comment ça c'est qu'il n'est pas là? Il devait faire la même chose. Ah, Robert, il aura les résultats que demain matin. Voilà quand même à quoi ça peut amener de savoir faire ce genre de choses et de comprendre la différence. Et enfin la dernière version où, au lieu d'avoir des séries de await, on fait un when all, et juste pour vous prouver que quand on fait ça, ça revient exactement au même. Alors ici, on peut faire du result, parce que toutes ces tâches sont forcément terminées, puisqu'on a le await task, donc le result qui est bloquant ne bloquera rien du tout, puisque le result, la tâche est déjà terminée. Donc dans ce cas-là, on a bien toujours un résultat de 2 secondes pour nos 3 méthodes. Donc il est préférable, plutôt que d'avoir des listes de await, avec, etc., comme dans la version 3, d'avoir un when all avec la liste propre de toutes les tâches qu'on attend. Ça prend pas plus de temps et c'est plus élégant. Voilà, je vous remercie de votre attention, ça fait à peu près 1 heure. Je voudrais pas vous faire la tête comme une pastèque. Donc, questions, on va prendre les questions de type générique, tout de suite, celles qui peuvent intéresser tout le monde. J'ai la prétention
que certaines questions, je serai capable d'apporter des réponses qui intéressera tout le monde. Et puis pour les questions qui sont un peu plus personnelles ou qui intéresseront moins de monde, ce que je vous propose, c'est que on continue en prenant un verre, parce que moi, ça me fera du bien aussi d'arrêter de parler, de boire un coup. That's all, folks. N'oubliez pas .blog, bien sûr, pour vous tenir au courant. N'oubliez pas, si vous n'avez pas pu le faire tout à l'heure en arrivée, de flasher avec votre smartphone le QR code qui est en haut à droite, qui va vous transférer immédiatement ma Vcard avec mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone professionnel, le nom de mon site et tout ça en automatique sans avoir besoin de vous fatiguer à noter, c'est quand même merveilleux. Donc je vous le laisse à l'écran, le temps qu'on aille discuter et que je réponde à vos questions. Je vous remercie beaucoup, à bientôt peut-être ou ailleurs.